François-Xavier, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, il me tardait de vous revoir parce que j'ai appris que vous aviez repris du risque dans vos portefeuilles à un moment où tout le monde parle du risque de récession, et notamment en Europe. Et vous avez repris du risque, mais en achetant des actions européennes. Donc, je me demande si vous avez pris un petit coup de chaud pendant l'été. Alors, pendant l'été, il nous est surtout arrivé quelque chose de plutôt agréable, en tout cas dans les fonds internationaux, qui est qu'on avait pris beaucoup d'obligations refuges, les obligations américaines, allemandes. On avait aussi pris des actions défensives, donc ça a plutôt bien fonctionné. Et en plus, on a eu la chance que la politique italienne produise, ce qui est plutôt rare, un événement heureux. Donc on avait un gros pari sur les obligations italiennes qui a fonctionné. Début septembre, on s'est réunis et dit, bon, d'abord il est temps de prendre ses profits sur toutes ces stratégies. Et il y avait deux possibilités, soit réduire complètement la voilure, soit commencer à parier sur une normalisation d'un sentiment sur l'Europe qui nous paraissait excessivement négatif. Et c'est ce pari que nous faisons. Est-ce que vous considérez que les risques de récession sont outranciers? Oui, je crois. Alors, les accusations contre l'Europe qu'on entend aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont justifiées, pour être clair. J'en mettrai trois catégories. Première catégorie, ce que certains appellent le sadomasochisme budgétaire, c'est-à-dire des règles budgétaires très contraignantes qui empêchent l'Europe de réagir, contrairement aux États-Unis et à la Chine, à chaque fois qu'il y a un problème de croissance. Donc ça, c'est quelque chose qui bloque beaucoup les investisseurs, je le comprends. Deuxième obstacle, c'est les taux négatifs qui impliquent, ou impliqueraient, selon certaines théories, un moindre pouvoir de la politique monétaire. La politique monétaire a épuisé toutes ses cartouches. Alors oui, c'est vrai que les taux négatifs ont des inconvénients, etc., les rapports coût-avantage qui sont peut-être moins bons, mais c'est à étudier ça. Et puis il y a un troisième facteur majeur, qui est souvent passé sous silence, mais qui est pourtant très important, c'est le coût de la transition énergétique, qui a produit par exemple une récession verte dans l'automobile, et qui est une des raisons pour lesquelles les gens parlent de la récession en Allemagne. Oui, il y a la guerre commerciale, tout ce que vous voulez, mais il y a ça. Donc ça fait trois raisons, effectivement, d'être quand même assez inquiet sur l'Europe, mais, et c'est ça notre analyse, nous pensons, que le sentiment est beaucoup trop noir là-dessus, et que les facteurs positifs sont passés sous silence. Alors, les facteurs positifs, quels sont-ils pour vous? Alors, le premier facteur positif, je crois qu'on en a beaucoup parlé, les gens parlent beaucoup, les économistes en disent beaucoup là-dessus, ils ont raison, c'est ce qu'on appelle l'économie à deux vitesses. Il y a le monde de l'industrie qui est en récession, récession à cause de la guerre commerciale, à cause de la transition énergétique dans l'automobile, à cause d'une crise dans les semi-conducteurs jusqu'il y a quelque temps. Cette récession, elle est là, ça c'est vrai. Mais les services, la construction sont toujours en pleine forme, le marché de l'emploi tient bien, les distributions de pouvoir d'achat se font, et donc il n'y a pas de crise de la consommation, il n'y a pas de crise de l'investissement dans l'immobilier, et ça soutient quand même bien l'économie. Donc l'économie aujourd'hui en Europe n'est pas en récession, elle est en croissance trop lente, mais elle n'est pas en récession. Ça, c'est un premier point positif. Et il y a un deuxième point positif qu'on entend moins aujourd'hui, parce que ce n'est pas très à la mode de le dire, c'est l'avantage des taux négatifs. Vous voulez dire que les États retrouvent des marges de manœuvre budgétaires? Voilà. En fait, on oppose souvent, les économistes opposent souvent politique budgétaire et politique monétaire. Et grosso modo, la mode aujourd'hui, qui me semble justifiée, c'est de dire, bon, la politique monétaire classique, disons, a fait son chemin, maintenant il faut que la politique budgétaire prenne le relais. Mais en fait, en Europe, d'abord, c'est compliqué, et surtout, ça peut se faire, cette relance budgétaire, grâce aux taux négatifs. Et qu'est-ce que produisent les taux négatifs? Quelque chose d'assez phénoménal et historique, c'est la disparition des charges d'intérêt sur la dette publique dans les budgets. Aujourd'hui, les États de la zone euro dépensent un peu plus de 200 milliards d'euros par an pour payer les charges de cette dette. C'est à peu près 2% du PIB. Avec l'accélération à la baisse des taux et les taux négatifs, ça va disparaître dans les 4-5 ans. Donc on va avoir 40 à 50 milliards d'euros de volets budgétaires, de relance budgétaire disponibles chaque année. C'est quand même pas rien. Donc ça soutiendrait l'économie, et ça, le marché ne l'a pas intégré selon vous? Le passé, c'est-à-dire il y a trop de pessimisme là-dessus, il y a vraiment un vrai soutien qui vient des effets des taux négatifs. Mais les taux négatifs, d'ailleurs, on parlait de l'Italie tout à l'heure, l'Italie, c'est le grand gagnant des taux qui s'écroulent, puisque c'est en Italie que la charge de la dette est la plus élevée. Et puis il y a quelque chose que vous aurez peut-être noté, Vincent, à travers tous les interviews que vous faites, c'est le changement d'attitude que commencent à produire les taux négatifs
sur les économistes ou les hommes politiques qui sont les moins enclins à produire des plans de relance, en Allemagne, mais aussi ailleurs. C'est-à-dire qu'on entend de plus en plus l'idée que les taux négatifs sont une aubaine qu'il faudrait utiliser pour faire un plan, par exemple, de transition énergétique, cette fois d'investissement dans la transition énergétique, un plan vert. Et il semble que la Commission européenne qui va s'installer bientôt sous l'égide d'Ursula von der Leyen soit aussi très sensible à cet argument. Et on pourra avoir en 2020 effectivement un plan vert. Et si c'est le cas, la BCE aura un peu gagné sa partie, parce que la BCE, ce qu'elle veut, c'est relancer la prise de risque, y compris des autorités budgétaires. Vous voulez dire que finalement, ça nous sert de prétexte à un beau retournement de veste de certains économistes? Exactement. Ok, très bien. Alors, c'est des points très intéressants, notamment, et c'est vrai que c'est un paramètre qu'on ne prend pas assez en compte, l'effacement des charges d'intérêt de la dette, parce que ça offre des marges de manœuvre. Mais j'aimerais, François-Xavier, qu'on revienne tout de même sur la récession industrielle, oui, et notamment la récession automobile. Parce que je vous avais déjà interviewé précédemment sur ce sujet, plus ou moins, et vous disiez, bon, finalement, là, on touche peut-être un point bas, on surestime encore une fois la gravité du truc, mais vous l'avez noté vous-même, on est dans une transition qui pénalise notamment tout le secteur industriel allemand, puisqu'on parle d'automobile en l'occurrence. Et les transitions sont généralement des mouvements longs. Oui. Donc est-ce que cette récession industrielle ne peut pas se prolonger et finalement se diffuser, bon an, mal an, plutôt mal an déjà, au reste de l'économie? Parce que c'est un bon argument. Normalement, c'est le chemin habituel. C'est un bon argument, et il faut être clair là-dessus. Les économistes, dont je fais partie, ont sous-estimé, depuis l'été dernier, l'été 2018, ont sous-estimé l'ampleur et la durée de cette transition énergétique dans l'automobile, avec en plus 2020 qui semble être l'année charnière, en fait, où on verrait vraiment le pire de la crise. Donc on va voir ce qui va être aménagé là-dessus. Mais c'est vrai, aujourd'hui, on n'a pas de preuves ou d'indications que cette récession pourrait s'amenuiser. Simplement, on peut faire l'hypothèse, dans ce secteur comme dans d'autres, qu'après 18 mois, 12-18 mois, il y a quand même une adaptation de l'appareil industriel à cette nouvelle donne et moins de force récessive, c'est-à-dire une adaptation des industriels, moins de stocks, des choses comme ça. Et ça, c'est peut-être très progressif. Peut-être que je suis en train d'être là encore trop optimiste sur cette question. Mais oui, c'est un bon argument, mais il n'y a pas que l'automobile. Il n'y a pas que l'automobile, c'est vrai. Je reviens au marché obligataire. Vous nous avez expliqué avoir réalisé de belles opérations sur ce marché durant l'été. Vous avez pris des profits. Mais quand on voit les banques centrales, notamment la BCE, qui a fait fuiter un certain nombre de ses intentions, se déclarer encore une fois au soutien et prête à déverser de la liquidité, est-ce qu'on peut considérer sincèrement que le mouvement de baisse des taux est achevé, même si, encore une fois, on a maintenant des records de dette à taux négatifs dans le monde et aussi en Europe? C'est impossible à dire, mais ce qu'il faudra voir quand même en Europe, et ce qui marquera aussi le succès de la BCE et le retrait de ce pessimisme excessif dont on parlait tout à l'heure, ce serait une repentification de la courbe des taux. C'est-à-dire qu'effectivement, les taux courts resteraient à moins 1%, par exemple, mais les taux longs allemands, qui ont été jusqu'à moins 0,75, reviendraient vers peut-être moins 0,2 ou 0. Bah là, déjà, OK, on est dans une situation qu'on n'a jamais connue avant, mais on aurait quand même un allègement de la pression. De toute façon, effectivement, la courbe des taux allemande négative est quand même un produit aussi de la politique budgétaire restrictive qui fait ça. Et donc, simplement, si je vois que dans 2 mois, il y a une repentification de la courbe, une petite hausse des taux longs, mais les taux courts restent bas, voire plus bas qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui aura été gagné, je crois. Parlons des actions, parce que j'ai dit que vous repreniez du risque, mais les actions sont un champ très vaste. Et on a assisté à un début de rotation ces derniers jours assez significatif. On ne sait pas s'il va se prolonger, donc on ne va pas en tirer de conclusion. Mais
quel segment de la cote privilégiez-vous dans vos portefeuilles? Le segment de la cote qui a le plus subi l'excès de pessimisme. L'excès de pessimisme, on l'a vu dans les cycliques, dans les financières et dans les petites valeurs en Europe. C'est vraiment là où ça a été le plus concentré ces derniers mois. C'est pour ça qu'on s'intéresse à nouveau à l'Europe dans les fonds internationaux. Par exemple, les cycliques industriels, vraiment, sont très peu chers. Le PER, je vais vous donner juste un chiffre, le PER médian des petites valeurs, aujourd'hui en Europe, c'est 13,5. C'est contre 15 pour les grandes valeurs. Oui, ça c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, c'est l'inverse de la situation qu'on avait début 2018. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se passe, il y a des profits dans les petites valeurs, il n'y a pas du tout d'écroulement des profits. Mais il y a une peur excessive selon nous, on verra si j'ai raison ou pas, il y a une peur excessive de la récession qui fait que les gens s'en vont de tout ce qui est un petit peu risqué et vont chercher des dossiers extrêmement chers. Donc nous, on rééquilibre. C'est un rééquilibrage à la marge. Il ne s'agit pas de tout mettre sur les cycliques et les financières européennes, mais là, il y a vraiment un réservoir de valeur, et les petites valeurs dont je parlais, il y a un réservoir de valeur dont il faut commencer, si on a un peu de foi, et vous avez compris que j'en ai un petit peu, dans l'idée que l'Europe peut un peu repartir économiquement et passer peut-être de 1% de croissance à, disons, 1,5% dans les 12 mois, donc éviter forcément la récession. Là, ça, c'est pas dans les prix de ces valeurs-là. Et ça aurait un effet évidemment sur les marchés de taux, et on sait que les valeurs de croissance ont largement bénéficié de l'écrasement des taux d'intérêt. Donc, est-ce que, à rebours, il y a de la marge. Une amélioration des perspectives de croissance retendrait un petit peu les taux et favoriserait les cycliques? Il faudra vraiment que les taux longs montent beaucoup pour que les valeurs de croissance ou les valeurs défensives soient vendues massivement. Si les taux longs remontent de 50 points de base, je ne pense pas que ça créera un crack des valeurs défensives. Juste une idée, le rendement des dividendes en Europe, c'est 3%. C'est du rendement réel. Le rendement réel des obligations allemandes, donc nominal moins 0,7, moins 1% de l'inflation, ça fait presque moins 2%. Plus 3 d'un côté, moins 2. Bon, alors, si on passe de moins 2 à moins 1 sur les obligations allemandes en termes réels, ça ne va pas énormément changer la donne. En revanche, là où il peut y avoir de la vitesse, si je n'ai pas trop tort dans mon scénario, ce qui reste à voir, c'est-à-dire si toute l'atmosphère récessive et le sentiment des investisseurs se normalise, c'est-à-dire que le scénario noir qui est dans les prix, eh bien, en fait, s'ajuste à un scénario gris qui est le réel, à ce moment-là, on peut voir une vitesse dans les valeurs cycliques, les financières, et c'est le pari que nous faisons. Et je retiens bien ce que vous dites, on passerait d'un scénario noir à un scénario gris qui correspond, selon vous, à la réalité. C'est ça. Donc, ça serait, en effet... À la marge. À la marge. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'aller sur les actions comme un malade, comme un fou. On est bien d'accord. Non, c'est pas ça. C'est de prendre en compte des choses simples. S'il n'y a pas de récession, si on est dans le scénario gris, le constat, c'est que les marchés actions sont les actifs les moins chers disponibles, et qu'à l'intérieur de ces actifs peu chers en relatif, il y a des valeurs qui ont été massacrées, probablement de manière injustifiée. François-Xavier, merci. Merci Vincent.